Anne Jerim rentrait tranquillement du boulot quand un camion a décidé de l'envoyer ad patre sans sommation. Un choc brutal, le genre d'impact sec qui ne te laisse même pas le temps de dire ouf avant de passer de l'autre côté. Pourtant, au lieu de voir la fameuse lumière blanche au bout du tunnel, il reprend connaissance dans un lit digne d'un film d'époque. Un gamin en livrée de majordome l'aperçoit et détale en hurlant que le jeune maître est revenu d'entre les morts. Il plane complètement. Est-ce un hôpital de luxe où le choc l'a T1, rendu totalement marteau soudain. La chambre est envahie par des inconnus, à commencer par une mère éplorée, suivie de deux jumeaux blonds qui se mettent à lui brailler dessus comme s'il était sourd. Le système l'avertit que son stress explose face à tout ce boucan. Incapable de supporter la pression, ses yeux se révulsent et il retombe dans les pommes. Il n'aura pas tenu 5 minutes. Il semblerait qu'il soit devenu Jerry, un gosse de 5 ans tombé dans un puits et plongé dans le coma pendant 1 an. Le voilà coincé dans l'Empire de Cain, fils cadet d'un couple de contes qui semble tout droit sorti d'un catalogue de mode ancienne. Une famille on ne peut plus banale, à ceci près qu'il le traite comme s'il était en cristal. Le vrai problème, c'est que la constitution de Jerry est une véritable loque. Le gamin essaie d'écraser un moustique, et le système lui annonce direct qu'il vient de perdre un point de force. Il a la résistance d'une glace en plein cagnard. Si sa jauge de stress atteint les 100%, il plante comme un vieux PC sous Windows 95. Ses frères, Joey et Robin, n'arrangent rien à l'affaire. Ils se battent pour savoir qui lui offrira ses fleurs en premier et finissent par lui bousiller le cerveau avec leurs cris. Incapable de tolérer leurs caprices, Jerry finit une fois de plus au tapis. Il se réveille en pleine nuit et le système lui octroie un prix de consolation pour son titre de champion du monde de l'évanouissement, comme il a déjà sombré 20 fois. Une fonction s'active pour anesthésier ses sens et mettre sa propre souffrance en sourdine. D'un coup, il se sent beaucoup plus léger. C'est bien la première fois qu'il n'a pas l'impression que son matelas essaie de le poignarder. Mais même s'il est enfin confortablement installé, la paix est de courte durée. Une notification d'événement spécial apparaît, tandis qu'un bruit de sabots résonne au loin. Surgissant de la brume, un cavalier avec une dégaine de premier rôle romantique fait son entrée. C'est Hans Ruth, le frère aîné. Le type a appris que Jerry s'était réveillé et a quitté l'académie en trombe, comme si le feu y était. Il arrive tout en mélodrame, trempé de sueur et cherchant l'attention. À peine l'a-t-il vu qu'Hans lui broie les côtes dans une étreinte qui, pour le corps de Jerry, s'apparente à une tentative d'homicide volontaire. Le système s'affole et balance des alertes dans tous les sens. Sa barre de vie chute à cause d'un surplus d'affection. Le petit lutte pour grappiller un peu d'oxygène pendant que son grand frère pleure de joie, manquant de le briser en deux à force de serrer. Au milieu de ce étouffement, une fonction s'active pour mesurer l'attachement de sa famille à son égard. Sans surprise, la jauge d'Hans est au taquet. Le mec est à 100% d'affection, tout comme les deux autres surexcités de jumeaux. Jerry a réincarné dans un nid d'obsédés qui ne vont pas le lâcher d'une semelle. Un s'installe à son chevet et décrète que la meilleure façon de distraire un gosse de 5 ans est de lui lire un bouquin sur l'histoire millénaire de l'Empire. Le type a une logique imparable, rien de tel que 40 volumes de politique ancienne pour redonner le goût de vivre à un gamin qui a frôlé la mort. Mais alors Ken poursuit sa lecture assommante, le système confirme à Jerry ses pires soupçons. Les seules cibles de conquête de ce monde sont ses propres frères. Après 20 ans de vie normale en Corée, cette situation lui semble totalement délirante. Le gars a des principes et refuse de se laisser lobotomiser par un simulateur de drague. Il lâche un cri du cœur et envoie tout balader. Déconcertés par sa réaction aussi soudaine qu'excessive, les jumeaux restent plantés là, sans voix. Pour détendre l'atmosphère, l'aîné décide de l'emmener en librairie. Après tout, il croule sous l'or. C'est l'occasion de lui offrir des contes qui changent de ses vieux manuels d'histoire soporifiques. Le regard de Jerry s'illumine instantanément. Ce qui l'excite vraiment, c'est l'idée de sortir enfin de cette cage dorée qu'est le manoir. Une fois sur place, il découvre que les livres de magie pour enfants sont une tuerie. Des sirènes et des effets spéciaux jaillissent des pages, bluffant même un vieux routard comme lui. Fidèle à ses habitudes de flambeur, Anne décide d'acheter la moitié de la boutique sur un coup de tête. Jerry est aux anges, on dirait un détenu en permission. Pendant que son frère règle les achats, il l'autorise à aller prendre l'air un instant sur la place. Le petit est émerveillé, il boit chaque détail du paysage comme s'il était dans un film. Il se sent libre pour la première fois depuis sa réincarnation. Tout semble presque trop beau pour être vrai, mais le calme est de courte durée. Il remarque qu'un passant vient de faire tomber un sac et, n'écoutant que son courage de bon citoyen, il s'élance pour lui rapporter. Grosse erreur de débutant, gamin. Alors qu'il réalise que le sac pèse 1 tonne et que le propriétaire s'est volatilisé, une ombre menaçante s'abat sur lui. C'est le type à la capuche, un regard rouge sang à glacer le sang et une amabilité proche du zéro absolu.
avant même que Jerry ne puisse bafouiller la moindre explication pour dissiper le malentendu. Le système lui balance la pire des notifications, son niveau d'affinité avec cet individu est déjà dans le négatif. Le mec a la gentillesse de te détester avant même de t'avoir adressé la parole. Félicitations, Jerry, tu viens de tomber nez à nez avec le grand méchant dès ta première sortie. Jerry tente de rattraper sa cible, mais Hens surgit de nulle part et lui coupe l'herbe sous le pied. Le gamin est au bout de sa vie, non seulement il a perdu la trace de l'inconnu à la capuche, mais il doit en plus subir les effusions d'affection de son frère. Un est persuadé que Jerry mourrait d'envie de le voir, alors qu'il vient de flinguer son plan en beauté. 1 an a passé et Jerry a appris à jongler avec les barres de statue. Il joue les enfants de cœur pour ne pas éveiller les soupçons, et ça marche tellement bien qu'à chaque fois qu'il respire, la jauge d'affection d'Hens grimpe en flèche. Il a déjà dépassé les 100 points et ça continue de monter après tout. C'est un simulateur de drague familiale et le grand frère est devenu une véritable usine à câlins. Comme sa condition physique est pitoyable, Jerry a troqué l'épée contre la magie. Voir les jumeaux s'entraîner lui file déjà de la tachycardie, alors il préfère rester fourré dans ses bouquins. Pour ses 7 ans, le comte lui a promis un précepteur. Le petit compte désormais les heures qui le séparent du grand jour. Alors qu'il essaie de ne pas s'évanouir en traversant le jardin, il tombe sur une scène plutôt louche. Son père est en pleine discussion avec un inconnu qui dégage une aura pesante, des yeux rouges et un sourire qui te fait comprendre que tu vas faire des cauchemars. C'est la première fois que Jerry sent sa vie réellement en danger face à quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Le comte Harold transpire à grosses gouttes devant son invité, un certain Sir Sears au comportement plus que limite. Il coupe la parole au comte et fixe Jerry avec une intensité vraiment dérangeante. Il a beau jouer les sympathiques, on voit à des kilomètres que c'est une ordure. Le pire, c'est que le type semble lire en lui comme dans un livre ouvert sans qu'il ait besoin de l'ouvrir. Promettant de revenir ce week-end, Sears prend congé, mais juste avant de partir, il lui pose la main sur le crâne et lui balance une décharge magique qui le requinque instantanément. Quel type glauque. Jerry reste là à digérer ce qui vient de se passer pendant que son vieux raccompagne le mage à la sortie. Il a l'esprit clair, mais avec un tel profil de psychopathe, il se passerait bien des cadeaux de ce Sears. Son père le prend dans ses bras et lui lâche l'info: l'inconnu est un mage de la cour. Jerry reste de marbre, mais intérieurement, c'est l'alerte générale. S'il veut survivre dans ce monde de fantaisie, il doit impérativement piger comment fonctionne ce pouvoir. Le plan pour le week-end est d'aller au palais impérial car le prince cherche des compagnons de jeu. Jerry accepte direct, il veut espionner la magie de près et il est convaincu qu'il va assurer grave. Pauvre petit, il croit partir en promenade alors qu'il va se faire balader. Le voyage tourne au calvaire. Jerry a moins de batterie qu'un vieil iPhone et les chaos du carrosse finissent de l'achever. Entre les nids de poules et ses frères qui hurlent comme des possédés, le gamin finit par voir la lumière avant l'heure. Le système l'informe qu'il s'est évanoui par manque d'endurance, la honte totale. Lorsqu'il rouvre les yeux, il tombe sur son pire cauchemar, le mage cinglé le tient dans ses bras en plein milieu du jardin royal. Sears le porte avec une délicatesse effrayante, comme un boucher qui caresserait un veau avant de l'emmener à l'abattoir. Il lui lance avec un sourire de façade que ses frères sont déjà partis devant, mais Jerry ne gobe pas son baratin. Le petit essaie de lui soutirer des infos sur la magie, mais Sears ne lui répond que par des énigmes. Soudain, le type lui plante un doigt sur le front et le système lui inflige une compétence passive, la bouche de la vérité. En gros, Jerry sera incapable de sortir le moindre mensonge jusqu'à ses 10 ans. Jerry l'insulte copieusement dans sa barbe, conscient qu'il est cette fois dans de beaux draps. Quand ses frères débarquent pour le chercher, c'est la panique totale. S'il doit faire bonne impression au prince alors qu'il est incapable de filtrer ses pensées, il va se griller en moins de 2. Il n'a d'autre choix que d'approcher le groupe royal. Il essaie de rester naturel, mais avec cette malédiction de vérité qui lui pèse dessus, il a l'impression de marcher sur un baril de poudre. À l'instant où il aperçoit l'héritier, il en perd la parole. Le garçon ressemble à un ange tombé du ciel au milieu des fleurs, mais le charme rompt dès qu'il l'ouvre. C'est l'archétype de l'aristo imbuvable qui vous toise comme une vieille merde collée à sa semelle. Le prince s'installe sur son trône et ordonne à tout le monde de se mettre à terre pour improviser un concours de talent. Les autres commencent à se vanter d'être des archers d'élite ou de parler des dialectes obscurs, jusqu'à ce que vienne son tour. Un des gars tente de le sauver en lui murmurant de mentir, de s'inventer un don pour les langues pour sauver les meubles. Jerry essaie de suivre le mouvement, mais il oublie la malédiction. Le prince exige de savoir ce qu'un type comme lui peut bien avoir à offrir. Affichant son plus beau sourire, et avec le filtre de l'honnêteté poussé au maximum, il lâche que son plus grand talent est de tomber dans les pommes. L'assistance est pétrifiée de honte. Jerry, lui, aimerait que la terre s'ouvre sous ses pieds pendant qu'il maudit sa propre langue de l'avoir trahi. Il vient de confesser devant la couronne que sa seule compétence est d'être un boulet qui s'évanouit tout seul. Pourtant,
Au lieu de l'envoyer au bio, le prince lui adresse un sourire franchement sinistre. Il savoure le ridicule de la situation en répétant ces mots, comme s'il venait de se trouver un nouveau jouet à briser. Pour couronner le tout, le système lui annonce que son score d'affinité avec le mini-tyran grimpe apparemment. Le prince ne cherche pas des alliés, mais des divertissements fragiles. Jerry prend son courage à deux mains pour demander son nom à l'héritier, et Carian lui répond avec un sourire qui annonce clairement les emmerdes à venir. Le système l'enregistre aussitôt dans la fenêtre d'affinité pour qu'il sache exactement sur quel pied danser avec lui à l'avenir. Même s'il s'efforce d'être respectueux, le rouquin ne comprend pas pourquoi ce type a jeté son dévolu sur lui, le plus médiocre du lot. Le blond l'a littéralement pris pour cible dès le premier regard. Le voyage de retour est un véritable calvaire. Le carrosse tressaute tellement que Jerry perd un point de vie à chaque nid de poule. Sa constitution physique est une vaste plaisanterie. Il descend, la tête tournante, à la recherche du mage, mais finit par s'égarer dans les jardins sous un soleil de plomb. Le système lui envoie une alerte, il a 30 secondes, pour trouver de l'ombre avant de succomber à un coup de chaleur. C'est alors qu'il aperçoit des servantes et reste caché pour écouter les potins. Elles parlent de surveiller le 4e prince et d'utiliser le fils Root comme otage pour faire pression sur ses parents. Il réalise alors que sa famille est bannie du palais et qu'il n'est pas un invité, mais une simple monnaie d'échange. Un bruit dans les fourrés le fait sursauter, mais ce n'est qu'une chatte blanche aux yeux rouges. Jerry se détend et commence à la caresser en l'appelant Nabi, mais le système le prévient que ce n'est pas son nom. Tandis qu'il s'occupe de l'animal, quelqu'un l'observe depuis les ombres. C'est un jeune homme aux cheveux d'un blanc immaculé et aux yeux rouges, exactement comme la chatte. Gêné d'avoir confondu l'animal avec une personne, Jerry s'excuse, mais le garçon lui soutient que la chatte est sa sœur. Dans un monde régi par la magie, Jerry gobe l'info sans sourciller jusqu'à ce que l'autre lui rie au nez. C'était un chat tout ce qu'il y a de plus normal, et le prince se paie déjà sa tête alors qu'ils viennent de se rencontrer. Le système indique que son affinité avec l'inconnu vient de monter. Jerry se présente et avoue être totalement paumé, découvrant que le garçon n'est autre qu'Ilya Deferius, le 4e prince de l'Empire. Bien plus décontracté que son frère aîné, Ilya propose de le raccompagner personnellement jusqu'au palais. Le prince a beau être un amour, le corps de Jerry a décrété que la journée était finie. À peine arrivé, il tombe en rade de batterie et s'écroule de nouveau. Il finit par émerger sur un canapé sous l'œil de Sir Sears, qui affiche cette mine exaspérée du type qui vous avait bien dit que ça finirait comme ça. Le mage le charrie en disant qu'il s'est évanoui de peur en le voyant, mais Jerry commence à piger le truc avec sa malédiction d'honnêteté. Il esquive les questions sans lâcher un seul mensonge, ni balancer celui qui l'a aidé. Il est en train de devenir un pro pour débusquer les failles juridiques. C'est là que Carian déboule avec son aura de grand méchant qui ne le quitte jamais, même pour prendre le thé. À l'heure du dîner, la table ressemble à une vitrine de bijoutier, absolument tout est en argent massif. Le prince lui explique tranquillement qu'ils utilisent ces couverts pour détecter le poison, ce qui suffit à donner des sueurs froides à Jerry. Et pour couronner la soirée, le blondinet lui précise avec un petit sourire qu'il existe des poisons que l'argent ne détecte même pas. C'est l'hôte parfait, il t'invite à bouffer et te rappelle au passage que tu peux clamser avant même d'avoir vu la couleur du dessert. Jerry reste bloqué avec sa bouchée en travers de la gorge, sentant que son premier dîner de gala a toutes les chances d'être le dernier. Ce blond n'a vraiment aucun filtre, il lui balance cette histoire de poison comme s'il lui demandait l'heure. Il lui demande carrément si sa famille ne l'aurait pas immunisé à coups de microdose, suggérant même que sa soupe est peut-être épicée à l'arsenic. Quel chic type, on sent qu'il a été élevé avec beaucoup de tendresse. Jerry reste pétrifié une seconde. Avant de percuter, ils sont en train de le tester pour voir s'il représente une menace. Le gamin sort son masque d'innocent et rigole, comme s'il ne comprenait rien à rien. Après tout, qui soupçonnerait un gosse de 6 ans qu'Ariane, le regarde avec une tête d'ange, mais il a le regard d'un mec qui a déjà pratiqué trop d'autopsies dans sa vie. Il lui dit de ne pas s'en faire, qu'ils ne vont pas l'entraîner pour ça. Quel cynique, c'est incroyable. En plus, il se fout de lui en disant que son seul talent, c'est de tomber dans les pommes. Jerry meurt d'envie de lui envoyer sa cuillère dans les dents. Mais c'est là que le système lui annonce une nouvelle catastrophique, l'affinité de ce psychopathe vient de grimper. Regardez-moi cet héritier, on dirait qu'au fond, il apprécie l'humour. Indigné, Jerry décide qu'à partir de maintenant, il sera le type le plus chiant de tout l'Empire pour ne plus jamais lui plaire. Quelques jours passent et voilà Jerry de nouveau cloué au lit. Le médecin dit qu'il a un pouls plus lent qu'une file d'attente à la poste et sa mère est déjà en train d'inonder la chambre à force de pleurer. Il se sent aimé, mais il sait qu'avec cette santé de cristal, il ne fera pas de vieux os s'il ne fait pas gaffe. Dès qu'il reprend un peu de couleur, on le renvoie direct au boulot. Il fait ses adieux à sa mère et c'est là que le dernier de la bande rapplique Sir Sears. Le type a ce sourire de vendeur de bagnole d'occasion qui n'inspire pas un gramme de confiance. Jerry tente la tactique du « je ne le regarde pas pour qu'il ne lise pas dans mes pensées ».
Mais l'autre est un pro du harcèlement. Sears le grille direct et lui sort qu'il réfléchit beaucoup trop pour un enfant de son âge, tout en le portant comme s'il s'agissait d'une vulgaire peluche. À l'intérieur, Jerry bouillonne, il imagine déjà le jour où il maîtrisera la magie juste pour lui rendre l'appareil. Pendant qu'il marche, un chat blanc déboule de nulle part et manque de lui décrocher le cœur. Mais la frayeur s'avère utile. Il tombe nez à nez avec le quatrième prince. Ilya est affalé par terre, comme si de rien n'était, et se fige net en apercevant Jerry. Le petit le salue tranquillement car, après tout ce qu'il a vécu, voir un membre de la royauté faire de la photosynthèse dans l'herbe est le truc le plus normal de sa semaine. Sears lui demande s'il s'est blessé à la jambe, vu qu'il se fait porter comme un bambin de 3 ans. C'est pour ça qu'Ilya ne pige pas pourquoi Jerry se fait porter alors qu'il a des jambes qui fonctionnent parfaitement. Avant que le ton ne monte, le tuteur intervient et renvoie Ilya chez lui. Mais Jerry remarque qu'un pétale s'est coincé dans les cheveux du garçon, ce qui fait un peu désordre. Il demande à Sears de le lâcher un instant et s'approche du petit aux cheveux blancs. Ilya se fait déjà des films et commence à l'inviter pour une balade. Mais Jerry le stoppe net, il s'est juste approché pour lui enlever cette saleté de la tête. Recalé d'office. Pour faire passer la pilule, Jerry lui promet qu'ils joueront rien que tous les deux la prochaine fois. À cet instant, le système s'emballe. L'affinité d'Ilya grimpe de 3 points d'un coup, c'est le genre de type qui prévoit déjà le mariage dès qu'on lui accorde un peu d'attention. Le moment de grâce s'arrête quand Sears lui demande d'où il sort ce culot pour parler ainsi au quatrième prince. C'est là que Jerry réalise ce gamin est celui que Karian est censé avoir dans le collimateur. Ils n'ont même pas 10 ans et on les manipule déjà comme des pions dans une guerre de clans. Sears l'emmène ensuite voir l'entraînement d'escrime, même si Jerry sait qu'il est aussi doué avec une épée qu'un grand-père avec une tablette. Le tuteur lui fait comprendre que son avis ne compte pas et l'envoie s'asseoir dans un coin. Mais au moins, on lui sert des pâtisseries de luxe pour qu'il reste tranquille. Jerry s'installe donc pour profiter du buffet VIP pendant que les autres s'échangent des coups de bâton. Il s'ennuie ferme, mais avec le ventre plein, il n'a pas vraiment de quoi se plaindre. Karian brille par ses mouvements et ressemble au héros de l'histoire. Mais Jerry ne gobe pas ce numéro. Il sait que derrière cette façade d'enfant modèle se cache un expert en poison capable de gâcher le déjeuner de n'importe qui pour arriver à ses fins. En regardant Ilya, il a presque de la peine pour lui, obligé de grandir dans un tel nid de vipères, tout ça en observant Karian récolter des applaudissements hypocrites avec son sourire en plastique. Mais Jerry n'a pas le temps de s'apitoyer, car le système lui balance une douche froide sans prévenir. Sous ses yeux, les alertes se multiplient, sa santé est en train de s'effondrer, et le gamin panique en voyant sa barre de vie s'écouler point par point. Le système lance une purge de poison d'urgence, mais le remède s'avère aussi violent que le mal. Jerry se met à cracher du sang au sol devant tout le monde. Il est en train de subir la détox la plus sauvage de sa vie, et Karian ne peut que hurler de terreur en voyant son nouveau jouet se briser sous ses yeux. Après cette peur bleue, le petit est enfin au repos dans son lit. Ilya observe la scène depuis l'entrée sans trop comprendre, pendant que le médecin termine de l'ausculter. Le docteur finit par donner son feu vert mais lâche une nouvelle de taille, le petit a survécu parce qu'il a tout expulsé et ce qu'il a vomi était du pur poison. En entendant ça, l'oncle reste sans voix. Du poison, Karian est lui aussi sous le choc. Apparemment, c'était un mélange conçu pour tuer à petit feu, sur plusieurs années, sans éveiller les soupçons. Mais ce qui s'est passé est inouï. Selon le médecin, le corps n'a pas réagi seul, une force extérieure, très proche de la magie, a forcé l'expulsion pour le sauver sur le champ. Il reste d'ailleurs des traces d'énergie qui flottent encore autour de Jerry, et l'oncle n'en revient pas. La magie est censée être un outil, pas un garde du corps doté de sa propre volonté. Une fois que le médecin a pris congé, l'homme se sent minable. Il a baissé sa garde en pensant que la nourriture ne craignait rien, et il réalise qu'il a failli faire tuer le gamin par pure négligence. Ces gardes sont là pour la déco, c'est pas possible. Laisser un gosse se faire empoisonner sous leurs yeux, c'est comme demander à un aveugle de surveiller le grain. Pour bien saisir le drame, il faut savoir que dans l'Empire Cayenne, les yeux rouges sont le signe distinctif de la plus pure lignée royale. Et dans la génération actuelle, seuls Karian et Ilya ont hérité de ce trait. Le palais a sombré dans le chaos total à la naissance du quatrième prince avec ses mêmes yeux. L'impératrice a fini par mourir dans ce qu'ils ont appelé un suicide. Mais on sait tous que dans ce milieu, personne ne quitte ce monde sans un petit coup de pouce dans l'ombre. Ilya a réussi à atteindre ses 7 ans en survivant par miracle à toute une série d'accidents, même si la guerre entre les grands clans fait toujours rage. Les enfants ne sont que des pions qu'on déplace pour négocier ou s'entretuer, et Jerry n'est qu'une pièce de plus sur cet échiquier d'adultes. En regardant ces petits, leur oncle réalise qu'au fond, ce ne sont que des gamins piégés dans un abattoir qu'ils n'ont pas choisi. Karian commence à analyser la situation si la famille de Jerry n'est pas celle qui a voulu le rayer de la carte. Ça veut dire qu'une tierce personne s'amuse à jeter de l'huile sur le feu.
Soudain, le père de Jerry déboule en trombe, comme si sa vie en dépendait, en pleurant sur le corps de son fils qui ne réagit toujours pas. L'ambiance est électrique entre la sécurité qui est une passoire et un ennemi qui reste dans l'ombre. On sent que ça commence à sentir sérieusement le roussi. Jerry finit par se réveiller un peu plus tard avec l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur. Il est complètement vidé, mais le système continue d'envoyer des notifications. On dirait que Carian, le prince blond, a été touché par la scène et son niveau d'affection ne s'arrête plus de grimper. Apparemment, frôler la mort est une tactique de séduction redoutable. En plus, Jerry sent déjà le mana flotter autour de lui. Il ne lui manque presque rien pour devenir un mage accompli. Ses parents entrent alors dans la chambre en faisant un boucan d'enfer, sa mère s'agrippant à lui comme s'il allait s'évaporer d'un instant à l'autre. C'est là que le vrai calvaire commence, une surprotection si étouffante que la domestique ne le laisse même plus bouger un orteil. Pour elle, même l'air qu'il respire est une menace, si bien que Jerry en a déjà ras-le-bol de vivre comme un prisonnier dans sa propre chambre. La routine finit par être brisée par l'arrivée d'un convoi de carrosses impériaux. Carian a mis les petits plats dans les grands et lui a envoyé des provisions pour un nantais de luxe, friandises et remèdes en tout genre. Sans l'avoir cherché, le gamin est devenu le chouchou de la couronne. La domestique le dévisage avec méfiance, persuadée que Jerry est un petit escroc qui mène la royauté par le bout du nez. Le bon côté, c'est que pour l'instant, il n'a pas besoin de retourner au palais, mais son moment de répit est de courte durée. Ilya, le quatrième prince, surgit sur le pas de la porte et entre dans la maison comme s'il était chez lui. Pour éviter que son père ne panique, Jerry est obligé d'inventer qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Même si pour Ilya, le concept d'amitié semble sortir tout droit d'un conte de fées. Le prince aux cheveux blancs est venu honorer une promesse et il prend ça très au sérieux. Il s'installe par terre pour éplucher un grimoire de magie et pendant que Jerry tente de lui expliquer les formules, Ilya se colle tellement à lui que la notion d'espace personnel part totalement en fumée. On dirait que le prince a des méthodes d'enseignement assez physiques, car soudain la pièce s'illumine, le système informe Jerry qu'Ilya vient de lui jeter un sort, lui octroyant 10 points de magie d'un coup. Jerry reste scotché, réalisant qu'il vient de recevoir un bonus qui ne figurait dans aucun manuel. C'est n'importe quoi. Jerry qui gratte des points de magie au calme. Un peu comme le prince qui lui a filé du mana d'un simple toucher. Lâchez-moi un gros like pour que l'algorithme nous bénisse tous. Abonnez-vous pour rejoindre l'aventure et dites-moi en commentaire quelle autre petite pépite vous voulez que je vous raconte. Allez, à la prochaine!